très brièvement, parce que je pense que tout le monde est très familier avec ces notions. La première, c'est de dire qu'évidemment, avec le numérique, on vit une diffusion technologique excessivement rapide. Donc, j'ai emprunté ce graphique au journal The Economist qui montre le délai d'adoption par le quart de la population américaine. Et vous voyez qu'en 1873, il a fallu par exemple 46 ans pour que le quart de la population américaine soit équipée en électricité. C'est pour le téléphone 35 ans, la radio 31 ans, la télé 26, le PC 16, le web 7 et le smartphone, donc comme vous le voyez, 2. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans une accélération manifeste dans la diffusion de cette innovation. L'autre aspect en préalable, c'est de vous dire qu'on est face à des définitions très nombreuses quand on parle du numérique, et je ne me lancerai pas dans des recherches de définition trop strictes. Je pense qu'il faut retenir surtout le bloc de la télémédecine, qui est un bloc dont je vais vous parler plus précisément. Sur la manière de mettre en relation des acteurs du système de santé qui sont dans des lieux physiques différents, mais évidemment la e-santé recouvre un domaine beaucoup plus vaste. Alors, si on part sur la notion du numérique en santé, les impacts finalement commencent à être assez précis. Donc, nous, on avait fait une étude en 2015 pour le compte de la Mutualité française. On avait distingué 4 impacts à l'époque. Il me semble, ça reste encore un cadre relativement valable. On voit bien que le numérique a un rôle dans le système de santé au niveau de l'offre de soins, donc du système de soins, avec cette idée de permettre une meilleure coordination. Je vais revenir plus en détail sur cet aspect et cet impact. Un deuxième impact qu'on distingue clairement avec le numérique en santé, c'est que tant de patients que le citoyen peut prétendre à plus d'autonomie dans sa manière de gérer sa santé. Il peut aller sur Internet récupérer l'information. Il est plus libre de ses faits et gestes dans le rapport au lieu physique de rendez-vous, de consultation ou d'hospitalisation. Je vais en parler un petit peu car c'est évidemment dans l'offre de soins un point clé et dans le parcours du patient. Le troisième impact concerne le métier d'assureur santé où on peut dire que, outre la réparation comme activité classique, des questions sur la prévention sont ouvertes maintenant et des services de prévention dans l'assurance santé sont ouverts avec le numérique et l'ouverture vers une médecine plus prédictive. Et puis, il y a un quatrième impact dont je parlerai moins, même s'il est évident, c'est celui de la recherche. Alors, sur l'offre de soins, je vais aller assez vite parce que je pense que c'est des données assez connues, mais qui sont établies progressivement. C'est qu'avec le numérique, on espère évidemment une amélioration des relations entre professionnels de santé, d'abord dans leur collaboration, donc que ce soit la téléexpertise avec des clichés radio, par exemple, qui peuvent être adressés d'un service à l'autre pour une lecture peut-être plus approfondie par des experts, voire maintenant par des machine learning. Aussi dans les pratiques de soins, que ce soit dans les chirurgies assistées par ordinateur ou robot, ou même dans des démarches qui peuvent paraître plus modestes, mais qui sont aussi importantes, comme les plaies chroniques que vous avez, par exemple, dans des zones rurales maintenant, des systèmes qui prennent en photo les plaies chroniques de patients et qui peuvent l'envoyer à des professionnels spécialisés, des infirmières spécialisées en particulier, qui permettent en retour de donner une conduite à tenir plus personnalisée et plus précise. Il faut mettre évidemment dans le numérique toute la notion autour du dossier patient, qu'on parle de convergence de données, qu'on parle du dossier médical électronique, qu'on parle du dossier de santé électronique qui correspond à l'appellation du dossier médical partagé en France, donc entre professionnels, et puis du dossier de santé personnelle du patient, le patient pouvant gérer son dossier et y accéder à distance. Nous sommes en France dans une position, et sans porter de jugement de valeur, où on est très soucieux du respect de la confidentialité des données. Donc, c'est moins ouvert dans le partage que dans d'autres pays anglo-saxons, à commencer aux États-Unis. Vous avez notamment le système Blue Bottom, qui est une application où quand vous êtes patient, vous appuyez sur
sur cette application, vous avez votre dossier de santé qui est accessible. Tous les professionnels qui sont concernés le partagent avec vous, mais également l'assureur, ce qui peut évidemment poser des questions. Donc, il y a un arbitrage permanent entre avec qui on partage ces données et souci de les partager dans des perspectives de coopération entre professionnels et patients. Vous avez également l'autre côté, au fond, de la télémédecine et du numérique, c'est principalement de la télémédecine, c'est dans les relations entre professionnels de santé et patients. On a par ce biais la possibilité d'offrir des services à distance, de téléconsultation, de télésurveillance. Donc vous avez un nombre très impressionnant maintenant d'initiatives. Vous avez en téléconsultation des cabines pour patients, avec évidemment en perspective la possibilité de voir à distance des patients, notamment dans des zones rurales désertifiées en termes d'offres médicales. Et puis vous avez toute une série d'innovations, de piluliers, d'applications de capteurs ou de serious games. Et en toile de fond, vous avez également la domomédecine qui part de l'hypothèse qu'on équipe la maison, notamment de nos résidents les plus âgés, en technologie avec des suivis à distance numériques qui permettent de savoir exactement l'apparition, en tout cas plus précisément l'apparition de vulnérabilité ou de faiblesse dans la maladie. Donc ça va de piluliers à des tensiomètres, à des balances électroniques et d'autres capteurs. Bon, l'idée générale dans tout ça, c'est de pouvoir accompagner le patient dans son parcours de soins. Le principe général, c'est d'avoir des portails ou des applications qui permettent à des patients de dialoguer avec le système de soins. Vous pouvez y rajouter des infirmières de coordination, voire virtuelles. Il y a des expériences qui ont transformé l'infirmière de coordination par des chatbots qui ont l'apparence d'une infirmière, mais qui sont en fait des systèmes automatiques. Ça existe au Canada. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de souligner dans ce panorama le rôle clé qu'a joué la télémédecine dans la crise Covid, face à une menace où la présence du patient en établissement était préjudiciable et pour lui et pour les professionnels. Il était assez important de pouvoir développer ces systèmes de suivi. D'une manière générale, on va, avec cet impact du numérique sur l'organisation du parcours, vers des offres de soins intégrées. Un des exemples qu'on cite très souvent, c'est Kaiser Permanente aux États-Unis, où quand vous êtes assuré de Kaiser, qui est aussi un offreur de soins, qui a son réseau d'hôpitaux, de pharmacies et de médecins libéraux, vous pouvez à tout endroit pouvoir solliciter un rendez-vous, avoir une e-prescription, donc un renouvellement de vos médicaments et de l'ordonnance, la possibilité d'accéder à votre dossier médical et une messagerie qui vous permet de dialoguer, ainsi qu'une vision géographique des professionnels de soins les plus proches dans le réseau Kaiser. Donc évidemment, ça offre une liberté supplémentaire et l'hypothèse générale, c'est d'avoir un parcours du patient plus personnalisé et coordonné. On rejoint un modèle théorique, je dirais, qui est connu depuis les années 2000, du Chronic Care Model, où vous voyez que la télémédecine et le numérique, que je l'ai appelé TIC, Technologie, l'Information et la Communication, est un élément de ce Chronic Care Model, donc pour les maladies chroniques, pour assumer ces parcours de patients de la manière la plus coordonnée et personnalisée. On voit bien que c'est un élément qui doit résonner avec les modes d'organisation et les nouveaux métiers de coordination ou les réseaux, avec toute la notion d'engagement et d'empowerment du patient, un alignement aussi avec des modes de paiement. On voit bien que les paiements au parcours, les paiements à la coordination sont tout à fait appropriés pour garantir une incitation financière qui assume ces parcours coordonnés et avec des systèmes aussi de catégorisation de patients. Tout ça, d'une certaine façon, je dirais, est assez connu, assez établi, c'est installé. Et donc, la grande question, c'est de savoir où on en est. Alors, de mon point de vue, et ça peut être un point de discussion, je trouve que les évidences sur l'apport du numérique par rapport à l'amélioration du parcours de santé d'une manière générale et les phénomènes de coordination sont modestes. En 2020 encore, quand on fait des revues littérature sur la littérature scientifique, les analyses d'impact et les évaluations sont finalement assez encore modestes dans leurs résultats.
Et c'est assez paradoxal, je trouve, par rapport aux gains attendus qui sont souvent présentés d'une manière importante et qu'intuitivement, on a envie d'accepter sur la qualité. On sent bien que ça peut apporter la sécurité. Ça peut beaucoup jouer sur des phénomènes d'observance. Je travaille en oncologie. On sait que les phénomènes de non-observance sont importants, de l'ordre de 20% pour l'hormonothérapie dans le cas du cancer du sein, et également de 20% dans des cas de situations chroniques en hémato-oncologie sur des traitements où le fait de non observer la prise en charge thérapeutique entraîne une perte de chance quasi immédiate. C'est des gains importants aussi sur l'expérience du patient. On se dit qu'évidemment, un suivi à distance doit améliorer l'expérience du patient et lui éviter de venir par exemple à l'hôpital pour des raisons non justifiées. Ça a également normalement un impact très positif en termes de réduction des venues hospitalières et des doublons de prescription. Donc c'est toute la problématique des gaspillages qui est en jeu par rapport à ces sujets et par rapport à l'impact du numérique. Le numérique pouvant éviter à nouveau des venues injustifiées. Et puis, c'est un facteur de réduction d'inégalité avec un S, notamment dans les pays en voie de développement, avec la possibilité d'offrir un accès aux soins sur des populations qui n'ont plus d'offres de première ligne. Comme je vous le disais, les résultats sont modestes quand on fait des revues de littérature de mon point de vue. Ça pose aussi des questions de méthode sur la démonstration de l'impact. Est-ce qu'on est dans l'innovation clinique classique de la recherche clinique? Sans doute pas. On est dans l'innovation organisationnelle, ce qui pose peut-être une question sur l'utilisation des méthodes. Est-ce que le randomisé contrôlé est la bonne méthode? Probablement pas à elle seule. Il y a tout un débat sur de nouvelles méthodes, notamment de double différence, qui semblent plus appropriées. D'autres qui évoquent le fait qu'il faut associer à tout prix des analyses qualitatives avec les analyses quantitatives, et puis des partisans d'une évaluation plus réaliste qui est de considérer qu'il y a des phénomènes d'apprentissage sur l'appropriation du numérique qui font qu'on n'a jamais finalement une preuve parfaite et que c'est au fil du temps qu'on arrive à avoir un faisceau d'évidence et d'indices en faveur ou en défaveur de l'innovation. Alors, je me suis intéressé à rassembler un petit peu finalement ces points-là parce que quand on est chercheur en gestion, on a une explication, je ne prétends pas qu'elle soit la seule, pour répondre à cet écart entre les attentes de l'impact du numérique sur l'offre de soins d'un côté, et puis ces évidences qui restent relativement modestes alors qu'on commence à avoir un recul assez important sur le sujet. Alors, pour rentrer dans cette explication, il y a un premier, si vous voulez, terme qu'on emploie souvent, c'est l'implantation. C'est-à-dire qu'on dit qu'après le design technologique, quand on construit un portail numérique ou une application, il y a évidemment tout le sujet de l'implantation en vie réelle dans un contexte donné avec des professionnels, des patients, une organisation. Et souvent, on décrit pour les innovations numériques un cycle assez connu de 3 temps, une illusion de départ où on considère que finalement l'implantation va se faire rapidement, et puis après une désillusion qui peut être tout aussi longue et tout aussi importante, et enfin une troisième étape qui est ce qu'on appelle une maturation secondaire, où on voit que l'implantation se fait, mais dans un rythme qui est beaucoup plus modéré que ce qui était attendu lors de la première phase. Alors si on regarde beaucoup d'innovations, elles empruntent ce rythme. Un cas exemplaire est par exemple le dossier médical partagé, où il y a eu une illusion très importante dans les années 2005, si je ne me trompe pas, avec Douste Blazy, une désillusion, et puis une maturation progressive qui s'affirme, notamment avec les travaux menés par l'assurance maladie à l'heure actuelle. Ce qui est important à dire, c'est que les temps finalement d'implantation sont longs, et que c'est une croyance sans doute un peu naïve de penser que l'implantation va se faire très vite. C'est avec un bémol, qui peut être aussi un sujet de discussion, ça dépend un peu du type d'innovation. Quand c'est une innovation de rupture majeure, ces temps s'accélèrent et vont très très vite. Mais dans la majorité des innovations, en fait, le délai d'implantation est important. Alors pourquoi un tel délai? C'est qu'on devine que derrière, il y a des phénomènes, comme le disait Valentin Berthoud en introduction, d'adoption, d'appropriation, ce sont les termes qu'on utilise fréquemment.
Moi, j'insisterai beaucoup sur la notion d'usage. C'est un terme qui est utilisé en sciences sociales et en particulier dans la recherche en gestion. Par l'usage, il faut comprendre l'usage de l'outil. Le numérique est considéré comme un outil. Et la grande question qu'on se pose en règle générale, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne, tant du côté des patients que des professionnels, dans l'usage de cet outil. Alors, je vous ai montré deux cas. Si on regarde du côté des patients, c'est un travail qu'on a mené en 2017 avec mon collègue Hervé Dumez. On voit bien que le fait de mettre de la télémédecine, par exemple, et du télésuivi en particulier, ne veut pas dire systématiquement que le patient va s'engager dans le comportement vertueux qu'on attend. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'application ou la plateforme numérique qui se met en place et qui va co-construire, comme on dit, son parcours avec les professionnels de santé. C'est un peu le cas idéal. C'est un cas de figure, mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez avoir un statu quo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des patients qui ne s'intéressent pas à ce genre de démarche et qui considèrent qu'elles préfèrent, alors soit elles n'ont pas d'appétence pour le numérique, mais elles aiment bien aussi, dans certains cas, un pilotage automatique par les professionnels selon un mode traditionnel et de ne pas être impliqués dans l'échange via l'outil numérique. Vous pouvez avoir, si on y rajoute la possibilité du patient de consulter sur Internet de l'information, et Dieu sait si ça existe maintenant dans beaucoup de maladies, le fait qu'il souhaite développer une expertise. Donc vous avez en fait un schéma à 4 cases, c'est-à-dire les cas où il est prêt à être dans l'échange avec les professionnels et en même temps il développe une expertise, et puis des cas où il développe une expertise et par contre il renforce son autonomie vis-à-vis du système de soins, c'est-à-dire qu'il considère de plus en plus que son expertise prévaut par rapport à une expertise professionnelle. Je ne rentre pas dans le débat de savoir quels sont les meilleurs positionnements et quels sont finalement les ressorts de ces comportements, mais c'est simplement pour montrer que l'usage du numérique, évidemment, n'est pas singulier, mais pluriel. De la même façon, si on va du côté des professionnels, vous avez des phénomènes qu'on peut assez vite répertorier. Notamment, nous, on en a eu dans nos études deux étudiés plus précisément. Celui de l'information partagée et de la coordination. On part d'un postulat en règle générale avec la télémédecine, c'est qu'on va pouvoir partager une information entre le patient et le professionnel, ou entre professionnels et mieux se coordonner. C'est très vrai entre professionnels, lorsqu'on met des systèmes de téléexpertise, on pense qu'il va y avoir une meilleure coordination, ou quand on met un dossier partagé. Mais c'est sans compter sur, évidemment, des comportements sociaux. Et je vous rappelle cette anecdote du premier patient qui a été atteint d'Ebola et qui est arrivé sur le sol américain. Il est arrivé dans le service de réanimation de l'hôpital de Houston, qui venait d'hériter du dernier dossier médical partagé numérique et qui en faisait une forte publicité. L'infirmière qui a été la première à voir le patient a rentré dans le dossier les deux informations clés qui sont fièvre au-dessus de 40 et provenance du Libéria. Elle a croisé le réanimateur dans le quart d'heure qui a suivi et elle n'a pas pensé à lui en parler en face à face, partant de l'hypothèse que par le dossier partagé, le réanimateur avait l'information. Le réanimateur n'a jamais consulté cette information et le patient a eu le temps de contaminer les autres patients de ce service de réanimation. Quand il y a eu le débriefing, à demi-mot, on a compris que le réanimateur ne regardait jamais une information lorsqu'elle était produite par une infirmière. Sous-entendu, cette information n'est pas intéressante. Donc vous voyez bien que tant que vous ne tenez pas compte de ces jeux sociaux, vous pouvez avoir des résultats totalement contre-productifs par rapport à un outil numérique comme le dossier partagé automatisé. De la même façon, vous pouvez avoir, par le biais de ces systèmes d'échange d'informations et de données, une invasion bureaucratique. Certains parlent d'infobésité. Et vous avez des initiatives qui se sont heurtées au fait qu'une relation directe entre des patients et des médecins peut asphyxier les boîtes mail des médecins qui, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent pas répondre et qui progressivement sont démotivés par rapport à l'innovation numérique. Donc, on voit bien qu'il y a des usages qui ne sont pas ceux qu'on attend forcément autour de la coordination et de l'échange, et que donc le corollaire, et c'est là où je voulais en arriver dans cette première partie, c'est de dire que l'efficacité de l'outil numérique, de mon point de vue, ne se juge qu'à l'aune de ses usages. Alors, il
il peut y avoir un balayage, il est évidemment beaucoup trop rapide sur les cas théoriques qui travaillent ces questions d'usage de l'outil numérique. Je vous ai mis quelques auteurs de référence. Ce qu'il faut comprendre dans le raisonnement, c'est qu'il y a une doctrine d'usage qui est souvent vendue sur l'impact du numérique, qui est de dire, bon, bah, là, en l'occurrence, avec la télémédecine, on va avoir des parcours mieux coordonnés et personnalisés. Et puis après, vous avez les usages qui rentrent en ligne de compte. Alors, vous avez des théories qui travaillent sur le contexte organisationnel. Donc, par exemple, Jean-Claude Moidon, mon collègue, a beaucoup travaillé sur les outils de gestion en disant qu'ils ont une double facette de prescription et d'apprentissage. Donc, l'outil numérique peut être vu de cette manière comme un outil qui va prescrire des formes de relations entre les acteurs, mais qui va déclencher aussi des apprentissages dans la connaissance mutuelle. Vous avez d'autres chercheurs qui ne sont pas de gestion, comme Sushman, qui est une anthropologue, qui a travaillé beaucoup sur le caractère situé, en expliquant que toutes ces démarches d'analyse en fait, de l'impact d'une nouvelle innovation comme technologique, comme le numérique, ne peuvent se comprendre que d'une manière située dans un contexte donné, ce qui pose une question, et je vais y venir dans quelques instants, sur la reproductibilité et l'idée de passer à l'échelle par rapport à un cas local. Et puis de l'autre côté, vous avez des personnes qui ont beaucoup travaillé sur le comportement des patients ou des professionnels et des acteurs d'une manière générale. Vous avez Carl Weck qui a beaucoup travaillé sur la notion du sens. Qu'est-ce qui fait sens ici et maintenant? Et quand vous avez l'usage d'un outil numérique, le sens que un patient ou un professionnel lui donne n'est pas forcément le sens que les promoteurs de l'outil et l'innovation ont à l'esprit. Et puis vous avez dans la théorie de l'activité avec Engenström une autre approche qui est de dire que de toute manière, tous ces phénomènes ne peuvent s'analyser qu'à l'usage, que tant que l'outil n'est pas dans un usage donné, c'est un artefact, et que cet usage, l'outil numérique dans cet usage se marie avec des acteurs et qu'il y a une mixité, si vous voulez, entre l'outil et l'humain dans la manière de comprendre ce qui se passe réellement dans l'usage d'un outil numérique. Alors, c'est un balayage évidemment trop rapide, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est un champ de recherche très prolifique en fait en gestion dans lequel peut s'inscrire l'outil numérique. Et il y a des travaux qui sont publiés dans des revues en sciences sociales et en management sur la télémédecine qui appréhendent ces cadres d'analyse et qui travaillent la question de cette manière. C'est donc mon premier constat, c'est de dire il est nécessaire de travailler, de mon point de vue, les usages de l'outil numérique et il est important de mobiliser ces cadres théoriques. Alors, mon deuxième temps, c'est de raconter une histoire et une étude de cas. C'est une étude de cas que nous avons menée à Gustave Roussy. Je vous présente les principales diapositives qui ont été présentées au congrès de l'oncologie qui fait référence dans le domaine qui est celui de l'ASCO, donc aux États-Unis en 2020. C'est une présentation qui a été sélectionnée à l'oral et qui a été considérée comme une des présentations les plus marquantes de ce congrès 2020, ayant le statut de Highlight Oral Presentation. C'est mon collègue Olivier Mire qui a présenté en tant que PI de l'étude la démarche que nous avons conçue collectivement et qui s'appelle CAPRI. Alors CAPRI, qu'est-ce que c'est? C'est une étude très rapidement qui est randomisée avec une analyse longitudinale en complément où vous avez un standard de soins qui est comparé à un dispositif, où vous avez des infirmières de coordination, 2, qui ont un suivi régulier pendant la semaine, avec tout un système d'algorithmes qui les aide à prendre leurs décisions, 80, et des orientations des patients lorsque nécessaire, et un portail Internet, donc une application numérique, soit par ordinateur, soit en application smartphone, avec une plateforme téléphonique et un suivi donc, de 6 mois. Donc, c'est ce que représente ce schéma. Le patient peut contacter comme ça à tout moment le dispositif numérique et les infirmières de coordination qui a 3 systèmes de décision. Soit elle répond directement au patient, soit elle adresse à l'offre de soins primaires, soit elle réfère à l'oncologue référent en fonction des arbres de décision qui l'accompagnent pour juger de la situation à laquelle elle est confrontée. Alors, les résultats de cette étude randomisée qui a porté sur 620 patients, c'est de montrer sur le critère principal qu'avec cette intervention de suivi,
on a une dose de traitement qui est maintenue à des niveaux beaucoup plus importants que dans un bras contrôle. C'est des sujets un peu techniques, mais lorsqu'on définit un protocole thérapeutique, on définit une dose de traitement et cette dose, généralement, n'est pas transmise dans sa totalité, interférant avec des effets de toxicité ou de non-observance qui limitent en fait toute la dose de traitement que le patient reçoit. Donc l'effet de l'intervention, c'est de limiter ces interventions et que le patient bénéficie du maximum de traitement. De la même façon, on peut par ce système prévenir la toxicité, les toxicités sévères 3-4, qui sont des toxicités qui peuvent handicaper les patients, beaucoup plus fréquemment dans le bras capri que dans le bras contrôle. Évidemment, tous ces résultats sont statistiquement significatifs. Sur le plan aussi de toxicité plus précise de la peau ou de métabolique, les mêmes résultats. Troisième notion, sur les hospitalisations, on voit que par cette intervention de télésuivi, vous avez moins d'hospitalisation dans le bras capri que dans le bras contrôle, 22,8 versus 31,7, et il passe moins souvent par les services d'urgence. Enfin, au niveau de l'expérience du patient, avec un questionnaire validé, on a montré que les résultats étaient beaucoup plus satisfaisants du point de vue du patient que sur le bras contrôle. Donc c'est une étude de cas réussie, mais la grande question c'est de savoir pourquoi. On voit bien que le numérique s'installe dans une organisation. Dans ce cas-là, il y a eu un grand raisonnement sur les modes d'organisation et d'orientation. Les infirmières ont réalisé 1250 actions par des conseils pour 43%. Dans 25% des cas, elles se réfèrent à l'oncologiste référent. Elles peuvent, dans 24%, s'adresser à un professionnel de soins et dans 6 et 2%, elles gèrent des questions administratives ou des questions de rendez-vous. Donc, il est assez fondamental de voir qu'elles ont une activité d'orientation et d'organisation grâce à l'échange avec le patient. Alors, on a essayé de creuser les facteurs explicatifs. Il faut rester toujours très prudent et modeste dans ces cas-là. On pense que le design du dispositif qui a rajouté à la technologie numérique de l'organisation, encore une fois, les infirmières de coordination sont accompagnées par beaucoup de procédures organisationnelles, facilite l'orientation. On a beaucoup misé aussi lors de l'expérimentation sur des retours d'expérience réguliers et des feedbacks qui ont probablement aidé à ce que les acteurs du microsystème, que ce soit les patients, les professionnels, mais aussi les directions des établissements ou des centres de soins primaires adhèrent au dispositif. Ça a donc joué probablement. Ça a sans doute orienté vers les usages attendus, c'est-à-dire d'un échange à distance avec une possibilité de mieux coordonner le parcours des patients. Le grand message, c'est de prendre en compte les usages et l'organisation du travail. En même temps, il faut rester prudent. Il est probable que certains de ces usages étaient, même si on a essayé de les orienter pendant toute la phase d'expérimentation, ne sont pas totalement maîtrisables et qu'il y a une partie qui n'est pas planifiable. Je permets de souligner, j'en arrive un peu à la fin parce que je vois bien que le temps tourne, que ça pose quand même une première question si on considère que le numérique doit être raisonné avec de l'organisation, une couche organisationnelle. C'est comment passe-t-on à l'échelle dans ce cas. C'est-à-dire que le transfert de ce qui marche dans un cas particulier, ne concerne pas seulement la partie technologique, mais la techno plus l'organisation, c'est-à-dire le portail Internet, l'application, mais aussi tous les raisonnements organisationnels qu'on a pu avoir avec les infirmières de coordination. Ça pose dans ce cas-là une question dans le transfert des bonnes pratiques organisationnelles en complément finalement de l'acquisition de l'outil numérique. Et puis, ça pose aussi, dans tous les cas, la question du remboursement de ces actes. Nous plaidons, au vu de notre expérience, sur le fait que ce n'est sans doute pas que le clic qu'il faut rembourser, mais l'usage d'un outil de télémédecine, ce qui évidemment est un coût supplémentaire, mais qui garantit l'efficacité de l'emploi de l'outil. Alors, j'en viens par 2 diapositives pour finir. Sur les recherches actuelles, j'ai déjà évoqué la question du passage à l'échelle. Vous m'avez demandé très aimablement d'évoquer éventuellement des travaux sur lesquels nous sommes à l'heure actuelle qui recourent au numérique. Je voudrais insister sur le fait que dans ces questionnements,
Il y a un préalable, c'est de considérer le numérique dans l'organisation du parcours plus comme un levier pour améliorer cette organisation que comme une fin en soi. Ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique dans un raisonnement organisationnel sur le développement de ces fameux parcours coordonnés et personnalisés. Je me permets là-dessus de souligner que quand on reprend les modèles du Chronic Care Model et quand on regarde les réformes, que ce soit en France ou ailleurs, on raisonne beaucoup les structures, sans doute beaucoup moins ces questions d'usage et de management. On est capable, en action publique, de raisonner des nouveaux modes de paiement, de raisonner des regroupements de structures comme les GHT ou les maisons de santé pluridisciplinaires ou les CPTS. On est capable de développer beaucoup d'actions dans le numérique comme le DMP, le Health Data Hub, de l'espace numérique, de développer des nouveaux métiers, de développer des raisonnements d'engagement du patient. Mais je dirais que ça reste beaucoup sur des aspects de technologie, de structure ou d'effectifs et de ressources, assez peu sur la lecture dynamique et que de mon point de vue, il est fondamental de compléter ces approches par une vision dynamique sur les activités collectives, les usages et l'organisation du travail. C'est un peu ce que nous essayons de faire à l'heure actuelle sur le point de vue gestionnaire du parcours patient. Alors, sans entrer trop de détails, si vous êtes intéressé, on pourra évidemment en parler lors de la discussion. Mon équipe et moi avons conceptualisé cette idée du parcours patient comme une singularité à gérer à grande échelle. La singularité doit se comprendre du point de vue patient. C'est un premier constat, c'est que les systèmes d'offre de soins sont souvent des systèmes qu'on appelle supply driven, c'est-à-dire qu'ils ont été raisonnés du côté de l'offre et on demande au patient quel est son impact dessus, moins d'une autre manière qui existe dans d'autres secteurs de services, qui est de partir de la demande patient et de raisonner le raisonnement, la réponse organisationnelle dans un second temps. C'est ce qu'on appelle les systèmes demande driven, qui nécessitent dans ce cas-là de partir de la demande du patient. Donc on travaille beaucoup sur 3 volets des demandes patients, les volets cliniques qui sont les plus traditionnels, mais aussi les caractéristiques psychosociales et aussi les demandes de services qu'on constate de plus en plus importantes dans les maladies chroniques. Les patients sont demandeurs d'une vie de qualité lors de leur maladie, ce qui est assez différent d'une qualité de vie. Et puis évidemment, dans ce cas-là, on essaye de raisonner organisationnellement, ce qu'on appelle build to order, c'est-à-dire d'arriver à répondre à la demande par rapport à un patient donné, un parcours de patient personnalisé et coordonné avec ces 3 dimensions d'offre, d'assemblage et de distribution. Là-dedans, pour terminer, l'apport du numérique et de l'IA. Nous travaillons beaucoup sur le rôle de la télémédecine lors de la réponse organisationnelle. C'est sûr que ça joue sur la coordination, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment dans Capri. Ce qui nous intéresse, c'est de développer des études de cas et des dispositifs où tout le raisonnement théorique est emmagasiné pour l'application de l'intervention. Pour l'intelligence artificielle, nous travaillons beaucoup à l'heure actuelle sur la segmentation des profils patients en fonction de leurs demandes sur les 3 volets, clinique, psychosocial, service. J'ai par exemple un doctorant polytechnicien qui travaille à l'heure actuelle avec moi sur ces questions pour savoir quel peut être l'apport de l'IA, qui dans d'autres secteurs, sans être trop long, a déjà démontré l'efficacité de l'IA pour réduire les coûts sur la manière de segmenter les bénéficiaires. Et donc, c'est des recherches en cours, j'en vous en cite une, avec le CHUV de Lausanne, Gustave Roussy, l'École Polytechnique et l'Institut de Santé Publique de Lausanne. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous laisse évidemment le contact si certaines personnes sont intéressées par ces travaux et veulent échanger au-delà de cette présentation.